Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Vous nous appelez au 0826 300 300 à propos de cette violence qui s'empare des jeunes aujourd'hui dans nos banlieues notamment, mais pas que. Et ces rixes qui se multiplient. Un jeune de 18 ans battu à mort à Évry. Je ne sais pas si vous avez vu ces images qui sont assez terrifiantes. Comment enrayer cette ultra-violence désinhibée? Deux invités ce matin dans notre studio. Alexandre Touzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Saint-Yon dans l'Essonne, mais surtout vice-président en charge de la sécurité au conseil départemental de l'Essonne. Vous connaissez bien ces questions. C'est votre cas également aussi. Bonjour Driss Etazaoui. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes Driss Etazaoui, président de l'association des élus de France, vice-président de l'association Villes et banlieues, et vous y tenez. Vous êtes en charge de la sécurité à Évreux ou dans la communauté urbaine d'Évreux. Bonjour Jean-François Achilly. Je suis vice-président de l'agglomération d'Évreux en charge des questions de tranquillité publique et de sécurité. Merci à tous les deux d'être présents. Je rappelle ce qui s'est passé, les images de cette agression filmée avec un smartphone qui font froid dans le dos. Un jeune homme de 18 ans, roué de coups, battu à mort lundi en pleine rue. C'était à la gare routière en fait d'Évry, Courcouronne en Essonne. La victime est décédée malgré l'intervention de deux personnes qui ont tenté de s'interposer. 3 suspects en fuite et recherchés par la police. Alexandre Touzé, je ne sais pas où on en est d'ailleurs de cette enquête qui est en cours. Oui, parce que on présume effectivement une rixe, puisque c'est des quartiers où il y a une tradition d'affrontement. Et on appelle vraiment rixe en Essonne, c'est un affrontement tribal, j'allais dire, entre quartiers d'une même commune ou quartiers de communes riveraines. Donc malheureusement, c'est une tradition en Essonne. On a eu 4 morts les 2 dernières années. On a à peu près une centaine de rixes par an. Donc c'est des événements qui sont profondément inscrits dans le territoire, mais pour l'instant l'enquête est en cours. L'Essonne qui est abonnée malheureusement à ce type de violence, pourquoi ? Alors il y a à la fois quelque chose qui est très historique, c'est-à-dire que quand vous discutez avec certains collègues maires de mon département qui eux-mêmes étaient collégiens, connaissaient ce phénomène il y a 30 ans. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a des territoires, on connaît Massy, rive droite de la Seine, Évry, Corbeil, des territoires où c'est inscrit. Ce qui est encore plus inquiétant aujourd'hui, c'est que, en fait, on découvre des nouveaux territoires, notamment périurbains ou ruraux, où ces rixes se développent sur des non-sujets. Alors, sur les territoires historiques, ça peut être des faits qui se sont déroulés il y a 30 ans et où les jeunes ont complètement oublié pourquoi ils s'affrontaient. Et sur ces nouveaux territoires, ça peut être un mot de travers, un geste déplacé. C'est vraiment complètement futile. Et ce qui est dramatique, c'est que par rapport à ces faits complètement futiles, on a une ultra-violence totalement débridée. Mais au-delà des rixes, je pense qu'il faut penser, quand on parle de violence des jeunes, toute une panoplie de violences. On a eu, il y a quelque temps, le meurtre de Chemseddine, tout simplement parce que un jeune en Essonne draguait une fille d'un autre quartier où il fallait pas. On a en Essonne, mais partout ailleurs, de la prostitution des mineurs qui se développe. On a du trafic de stupéfiants avec des gamins à qui on donne 2000 € pour aller tuer ou blesser une autre personne. On a un basculement, mais qui correspond aussi à un basculement global de la société. En 10 ans, on a 200 homicides de plus en France. On a 2000 en 10 ans, 2000 tentatives d'homicide. Donc on a à la fois un basculement de la jeunesse, mais aussi un basculement global de la société vers une culture de la violence. Oui. Driss Etazaoui, vous constatez également, vous, ce que dit Alexandre Touzé à l'instant, ce basculement, cette espèce de développement de la violence, d'une violence débridée, désinhibée, je ne sais pas comment il faut la qualifier, tous azimuts, notamment chez les jeunes. Écoutez, j'ai d'abord une pensée pour les proches et la famille de la victime, de ce jeune garçon de 18 ans. J'espère que nos forces de police, très rapidement, et on peut leur faire confiance, trouveront les auteurs de ce drame, ces criminels, qu'ils seront ensuite jugés et que la main de la justice ne tremblera pas. Ensuite, j'aimerais introduire un peu de nuance dans le propos liminaire qui est le vôtre. Les violences, les rixes ne sont pas le fait exclusivement des quartiers populaires et de nos banlieues. Je rappelle juste que les homicides, pour ça que j'ai ajouté, le plus grand nombre d'homicides, pas que, mais c'est important de le rappeler pour nos auditeurs.
l'importance des homicides aujourd'hui, c'est davantage dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer, en Seine-Saint-Denis également, c'est vrai, mais aussi par exemple dans les Bouches-du-Rhône. Nous, il y a quelques semaines, à Évreux, vous en avez probablement entendu parler, nous avons eu quelqu'un qui, à la sortie d'un bar à vin, a roulé sur la foule et il a tué une personne et en a blessé 3 autres. Et ça, c'était en plein centre-ville d'Évreux. Dans un pays comme le nôtre, de plus de 60 millions d'habitants, il est difficile de prévoir l'imprévisible. Et la violence et l'ultra-violence fait partie, malheureusement, du quotidien. Ensuite, dire qu'il y a davantage de violence aujourd'hui qu'hier, tout dépend de la date à partir de laquelle, eh bien, on se situe et on a nos références. Mon collègue disait, il y a 10 ans, moi, si je remonte 20 ans en arrière, dans les années 2000, c'était un petit peu plus de 1400 homicides dans les années 2000. Aujourd'hui, on a 1300 homicides. J'ai envie de dire que par rapport à 20 ans, on est à beaucoup moins d'homicides qu'en 2000. Même si effectivement, sur ces 20 dernières années, il y a quand même et tout des variations et des évolutions. Sur les 4 dernières années, on est passé de 1000 homicides à 1300 homicides. Donc, dire qu'il y a beaucoup plus d'homicides qu'avant, c'est faux. Dire que le monde était plus sécure avant, c'est aussi faux. Les chiffres sont têtus, mais ils sont les suivants. Ensuite, effectivement, il y a une radicalisation, une brutalité, une violence dans les interactions sociales, dans les rapports humains. Ça, c'est une réalité et amplifiée par une caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. Là-dessus, vous êtes d'accord, Alexandre Touzé, pas forcément sur le nombre d'homicides, mais sur, on va dire, l'intensité de la violence qui s'exprime. Pas vraiment, parce que si on remonte, les homicides, on sait vraiment les évaluer. Et c'est peut-être la catégorie d'infraction pénale qu'on sait le plus évoluer, parce que effectivement, c'est pas lié comme les véhicules d'accessoires automobiles à un phénomène déclaratif. Voilà. Depuis le Moyen-Âge, on a une diminution énorme du nombre d'homicides. Oui. Mais vraiment, depuis le Moyen-Âge, c'est constant. Mais il se trouve que si on prend les chiffres, on avait 803 homicides en 2014, on a 999 sur les derniers chiffres glissants donnés par le ministère de l'Intérieur 2024-2025. Donc il y a bien 200 homicides en plus. Si on voit 2016, 2259 homicides, tentatives 4579. Donc on a depuis une dizaine d'années un renversement spectaculaire de ce qu'on avait connu depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire un processus de civilisation, c'est-à-dire que la société faisait confiance à la justice, à un certain nombre d'autorités de régulation pour gérer les conflits. Et aujourd'hui, pour quelque chose de très léger, pour un conflit routier, pour un conflit stationnement, pour des bagarres entre bandes, on va aller vers l'ultraviolence. Et effectivement, et c'est pour ça que j'ai une nuance sur le diagnostic, on a un basculement depuis 10 ans sur la question de l'ultraviolence. Et sur la question de la défiance de l'autorité, vous avez, hier est sorti le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Jamais on a eu autant de gendarmes. D'agressions de gendarmes. Oui. Je siège, je suis vice-président du service départemental d'incendie et de secours. Vous pouvez pas savoir le nombre de pompiers agressés dans ce pays. Donc dire qu'il n'y a pas un basculement, oui, un basculement. Et on peut donner d'autres données. Vous prenez l'enquête de victimation dans les écoles primaires qui a été donnée il y a 4 ans. Vous voyez que c'est un phénomène qui monte dès l'école primaire. Vous avez le rapport de la médiatrice de l'éducation nationale sorti sur l'année 2024. Vous voyez la violence des parents vis-à-vis des enseignants. Donc oui, on a un vrai sujet de basculement de notre société. Et ça veut dire qu'il faut créer de nouveaux outils, qu'il faut repenser les choses, qu'il faut repenser, y compris la prise en charge des mineurs dès le plus jeune âge, parce qu'on voit le basculement. En fait, c'est dès l'école primaire aujourd'hui, et on n'a pas les outils adaptés. Driss Etazaoui, vous aimez tordre le cou, on va dire, aux idées reçues, et vous avez raison. Vous diriez qu'il y a une forme d'américanisation de cette violence. Elle est importée sur les images, elle est importée. C'est comme une sorte de, vous savez, c'est comme tout. Tout nous vient souvent et à rebrousse-temps de là-bas, où c'est simplement un phénomène mondial qui est attisé par. Ce ne sont pas des clichés, ce sont des réalités, les réseaux sociaux, l'immédiateté des images, quelque chose qui nous impacte tous, avec sur fond de crise. C'est une sorte d'hydre dont il faut s'emparer pour tenter de changer la donne.
Mon collègue aurait pu aussi ajouter dans ces éléments de diagnostic la question de la responsabilité parentale. C'est un vrai sujet. Je pense qu'il faut interroger aussi l'autorité et la responsabilité des parents dans l'éducation de nos enfants. L'instruction étant la responsabilité de l'éducation nationale et l'éducation étant la responsabilité des parents, mais pas que. Mais c'est aussi la responsabilité de la société. Moi, j'ai toujours le sentiment que ces responsabilités-là sont partagées. Nous avons tous un devoir et une responsabilité dans la manière dont nos enfants, au sein de notre société, grandissent. Et je pense qu'il y a aussi là, dans le soutien et l'accompagnement, des parents volontaires. Les parents laxistes, c'est encore une autre affaire. Et cela, effectivement, il faut que la société soit ferme avec celles et ceux qui laissent leurs enfants jusqu'à pas d'heure, en pied d'immeuble ou dans la ruralité ou je ne sais où. Et là-dessus, nous devons être effectivement intransigeants. Pour les autres, et je pense en particulier aux familles monoparentales, très présentes dans les quartiers populaires et dans les quartiers de la politique de la ville, eh bien, la responsabilité de la société, c'est aussi de les accompagner et de les soutenir. Pour répondre à votre question, Jean-François Akili, l'américanisation de notre société, il est vrai qu'aujourd'hui, l'Observatoire de la société nous dit que les faits de délinquance ont muté. Il n'y en a pas plus. Aujourd'hui, je suis désolé, mais les chiffres sont pointus. Oui. Mais ils ont muté. Aujourd'hui, c'est le narcotrafic. Aujourd'hui, c'est les violences sexistes. Aujourd'hui, ce sont les féminicides. Et donc, on assiste là, à travers, en particulier, parce que c'est un vrai fléau, la question du narcotrafic, la question de la drogue, qui va venir engranger, agrémenter un certain nombre d'autres sujets, d'autres délinquances, dans nos territoires, pas seulement dans nos quartiers, vous avez raison, aujourd'hui c'est aussi périurbain, le vrai sujet, il est aussi comment est-ce qu'on se prémunit et comment est-ce qu'on arrive les uns et les autres, à lutter contre le trafic de stupéfiants, le trafic de drogue, qui crée beaucoup plus que l'insécurité, des victimes, des homicides et le désordre. Témoignage avec vous, Frédéric, vous nous appelez de Carcassonne. Bonjour à vous, bienvenue. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Oui. J'entends tout ce qui vient de se dire là. C'est important, la responsabilité des parents. Je pense que dans le temps, quand l'enseignant, l'instituteur appelait les parents pour dire votre enfant ça va pas, les parents faisaient profil bas et le gamin se faisait tarter. C'est peut-être exagéré, mais c'est un peu ça. Actuellement, c'est l'enseignant qui se fait qui est en première ligne parce qu'il n'a même pas mis une bonne note. Je pense qu'il faudrait quand même recadrer les parents à ce niveau-là et redonner de l'autorité aux enseignants. Moi, j'ai vu une enseignante, une institutrice, comme on disait dans le temps, de CM2, complètement dépassée par la classe. Lorsqu'elle faisait une sortie, je trouve ça aberrant qu'on n'arrive pas à faire le silence aux enfants, etc. Il y a un vrai problème là-dessus. Et quand les jeunes ils sont arrêtés, qui vont au commissariat ou dans une gendarmerie, c'est pas le grand frère qui doit venir les chercher, c'est les parents. Parce que les grands frères, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Il faut dire non, c'est le parent. Oui. Le parent doit venir chercher l'enfant. Oui, remettre les parents au centre, l'autorité des parents au centre du jeu. Vous nous dites, Frédéric Carcassonne. Vous savez quoi, on va répondre à cette interpellation. Vous avez raison, Frédéric, c'est un sujet central. La question maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on en remet. On va y répondre dans un court instant, si vous êtes d'accord, messieurs, Driss Etazaoui et Alexandre Touzé, pour la suite de cette vérité en face, avec cette émergence de la violence, des rixes de cette violence chez les jeunes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. Dans la vérité en face sur Sud Radio ce matin, nous évoquons ce jeune de 18 ans battu à mort à Évry. Comment enrayer cette ultra-violence désinhibée? Je rappelle que la famille de la victime envisage d'organiser une marche blanche et je salue l'intervention à l'instant de Frédéric qui nous écoute. Je vous salue de nouveau, Frédéric. Vous nous avez appelé de Carcassonne et vous avez souligné un point très important, Frédéric, auquel nous devons répondre. Je commence par vous, Alexandre Touzé. La responsabilité des parents, que ce soit vis-à-vis des enseignants éducation nationale qui sont désormais seuls en première ligne et qui évoquait Frédéric aussi quand évidemment les jeunes font des bêtises et sont au commissariat ou à la gendarmerie. Ce ne sont pas les grands frères qu'il faut aller chercher, nous disait à l'instant Frédéric, mais c'est aux parents d'assumer. Comment est-ce qu'on responsabilise les parents, Alexandre Touzé, aujourd'hui? Rétablir l'autorité, ça veut dire donner un petit peu de pouvoir aux directeurs d'école, aux enseignants. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et votre auditeur l'a justement dit, c'est que
et on le voit aussi dans les collèges, dans les contestations, c'est-à-dire qu'il y a déjà de la micro-violence un peu partout. Avant qu'on parle de l'extrême violence, il y a les micro-violences à contester les évaluations, à contester le règlement d'un conflit par un enseignant, à contester la sanction qui est donnée par un enseignant. Et quand il m'arrive, moi, dans ma commune, de dialoguer avec certains parents pour leur dire, mais votre enfant, là, ça va pas, etc. C'est toujours la faute d'un autre. C'est toujours la faute d'un animateur. C'est toujours la faute d'un enseignant. C'est toujours la faute d'un autre élève. Et en fait, on voit se développer ces micro-violences. Ça va être des mails irrespectueux. Ça va être l'interpellation vive de l'enseignant à la porte de l'école. Ça va être au collège des contestations sur toutes les évaluations. On le sent sur le terrain. Et effectivement, il faut replacer les parents dans leur rôle éducatif. Parce que si on veut faire de la prévention, c'est un entonnoir. Il faut d'abord commencer par les parents et réduire le stock le plus possible. C'est-à-dire que l'enfant soit d'abord éduqué par ses parents. Après, l'école peut prendre le relais et là, on diminue encore. Et après, on peut avoir des systèmes un peu plus spécialisés, comme l'éducation spécialisée, les éducateurs de rue, etc. Et en fin du fin, arrive la sanction immédiate, la police et la justice. Mais on voit bien aujourd'hui le problème, c'est que l'entonnoir, le système de l'entonnoir ne fonctionne plus, c'est-à-dire que on a la première strate parentale qui est assez défaillante, parfois volontairement, parfois involontairement. Parfois, il faut aider, parfois accompagner, et des fois, il faut sévir. Mais en tout cas, je pense que la vraie révolution, elle passe par s'occuper par le haut de l'entonnoir, c'est-à-dire la responsabilité éducative des parents. Driss Tadaoui, là-dessus, il y a vraiment on peut reprendre ce problème à tous les étages, à bras le corps. Bon, d'abord, moi, je me garderais bien de sermonner les parents parce que je sais ô combien l'éducation d'un enfant est difficile. Et j'en ai 5 et croyez-moi, la tâche est ardue. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve également. Courageux. Absolument. J'en veux pour preuve un certain nombre de nos ministres qui n'ont cessé de crier autorité, 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 comme un cabri, disait le général de Gaulle au sujet de l'Europe. Ça ne s'invente pas. Et qui ont eu des enfants, qui ont eu maille à partir avec la justice. Je ne citerai pas le nom de ces ministres-là, mais c'est dire la difficulté qu'on a à éduquer, à faire grandir nos enfants. Ensuite, leurs parents ont à faire face à une double injonction. D'un côté, la société et le législateur qui leur dit attention, l'enfant est sacré, c'est l'enfant roi. Dans l'éducation de ce dernier, soyez attentifs, soyez respectueux, l'intégrité de l'enfant, etc. Un certain nombre d'injonctions qui font que dans le rapport du père au fils ou à la fille, eh bien, c'est un rapport qui devient un peu distancié. Et de l'autre côté, la nécessité pour le père quand même de faire en sorte que son fils, dès lors qu'il sort de son appartement ou de sa maison, eh bien, se comporte bien. Jusqu'à l'école, pendant l'école et après l'école. Et donc, les parents sont pris un petit peu en étau, comme ça, entre la nécessité prévue par la loi, et puis l'obligation, ensuite, eh bien, d'assurer l'éducation correcte, disciplinaire, entre guillemets, de son enfant. J'en discute avec les parents. Aujourd'hui, ils me disent, quand je les reçois en audience dans ma commune, c'est attends, moi, mon enfant, je peux plus rien lui dire parce que j'ai peur de l'assistante sociale, parce que j'ai peur du procureur, parce que j'ai peur de la police. Et puis vous savez, aujourd'hui, les enfants, ils sont pas idiots. Ils savent quels sont leurs droits. Et donc, si jamais vous vous avisez de leur crier un petit peu dessus, eh bien, ChatGPT leur dira exactement ce qu'il faut faire. Aller à tel endroit et puis déposer la main courante et puis solliciter un tel, faites tel et tel signalement. Et du coup, les parents sont devenus maintenant très très frileux dans le rapport qu'ils ont avec leurs enfants. Et il est normal, hein, je le rappelle aussi, que l'intégrité de l'enfant soit respectée. C'est une nécessité. En même temps, les parents sont aussi mis face à cette double difficulté et ils doivent agir. Et ils ne sont pas forcément eux-mêmes, je dirais, formés en quelque sorte pour faire face à tous ces nouveaux défis. Alexandre Touzé, on parle toujours des moyens. Les moyens, ils sont ou pas ? D'abord, c'est la question du diagnostic et on voit bien qu'il y a des nuances sur le diagnostic. Je dois dire que les parents, on parle de parents, d'enfants qui sont à l'école primaire, parce que c'est là où ça se débloque. Quand on a des enfants qui, à 18 ans, jouent avec une tête comme un ballon de football, comme on a vu à Évry, c'est que dès le départ, des notions vraiment basiques comme le bien et le mal sont pas passées, parce que on imagine qu'on puisse faire un tag, on imagine qu'on puisse faire une petite bêtise, on imagine qu'on puisse bousculer son voisin. Mais quand on en arrive à jouer avec une tête comme un ballon de football, c'est que il y a quelque chose qui a été raté dès le début. Et moi, il y a des parents qui font très bien leur boulot, et il y en a beaucoup, heureusement, et dès l'école primaire. Donc, je pense que ce premier sas, parlez bien d'un micro. Ce premier sas,
je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu d'exigence, quoi. On voit bien, et c'est pas toujours une question de catégorie sociale. Moi, je le dis, moi j'ai des parents qui sont plutôt parfois dans des milieux CSP moins pauvres, etc., qui font très 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 bien leur boulot, et d'autres qui sont CSP+, et qui délaissent leurs enfants. Donc, avant de parler de la question des moyens, je pense qu'il faut remettre de la parentalité, parce qu'on n'arrivera pas à mettre un éducateur, un juge, un policier derrière chaque enfant. Donc il faut pas qu'on abandonne ça. Il faut pas qu'on dise. Moi, je sais que c'est difficile d'éduquer les enfants, mais il y a 30 ans, 40 ans, comment on faisait? Il y avait déjà les cités populaires. Il y avait toujours. C'est le mot de la fin. Remettre de la parentalité. Vous êtes d'accord avec ça, Driss Etazaoui? Moi, je fais très attention, parce que quand on a dépassé 40 ans et qu'on dit que c'était mieux avant, c'est que souvent on est devenu un vieux con. Alors je fais attention d'essayer de ne pas penser que c'était mieux avant, et d'essayer de comprendre les phénomènes qui nous agitent aujourd'hui. C'est différent, absolument. Et je suis assez d'accord, mais je pense qu'une fois de plus qu'il ne faut pas essentialiser. Je pense que tous nos enfants ne jouent pas avec la tête d'eux, et que nous-mêmes nous avons été jeunes aussi, que nous avons eu aussi nos petits travers. Fort heureusement, nous sommes devenus, en tout cas je l'espère, des gens plutôt honnêtes et des gens qui se comportent bien. Nous assurons aussi un devoir d'exemplarité vis-à-vis de nos enfants, et nous souhaitons également qu'ils puissent prendre ce chemin-là. Mais ce que nous voulons pour nos enfants, nous le voulons également pour les enfants de nos concitoyens. Et donc, bien, nous mobilisons, vous, à l'échelle locale, nous autres, élus locaux, parce que nous sommes les premiers de trancher, les élus locaux. Et c'est nous qui avons à faire face, qui sommes souvent démunis, absolument en première ligne, devant les parents, dès lors qu'ils sont aussi démunis. Et donc, nous devons apporter les réponses en lien avec le département, en lien avec l'aide sociale à l'enfance, en lien avec la prévention spécialisée, en lien avec la médiation sociale, et quand il le faut aussi, bien malheureusement, avec les forces de l'ordre. Un travail de fond, messieurs, que vous menez chacun tous les jours. Je rappelle, Driss Etazaoui, président de l'Association des élus de France, vice-président de l'association Ville et Banlieue, et dans le secteur d'Évreux, finissez, vous êtes en charge de la sécurité. Et de la prévention de la délinquance à l'échelle de l'agglomération. Et vous, Alexandre Touzé, vice-président en charge de la sécurité au conseil départemental de l'Essonne. On a des enfants qui s'en sortent très bien. Je veux souligner l'exploit formidable d'Ousmane Dembélé, issu d'un quartier populaire, d'un milieu populaire, Ballon d'Or à Évreux, quartier de la Madeleine, je le salue. Allez, merci à tous les deux. Merci. Et bonjour à vous, merci messieurs. Et bonjour à vous, Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Mettez-vous d'accord ce matin. Mettons-nous sur quoi? Écoutez, on va s'interroger sur cette attente, cette longue attente de ce nouveau gouvernement. Est-ce que, comme le dit le Parisien, on prend les mêmes et on recommence? Et puis 750 000 personnes en état de mort sociale. La France ne sait pas s'occuper de ses aînés. On va revenir sur cette enquête. Et puis les visas accordés aux étudiants algériens. Incompréhensible cette décision, alors que nous avons encore 2 otages qui sont détenus là-bas. Merci à vous et bonne émission, chère Valérie.